Chapitre 1. La soirée parfaite. Reed Matthews ajusta sa cravate en franchissant la porte de sa maison de banlieue. Une odeur de bœuf mijoté flottait dans l'air. Après 15 ans à la tête de Matthews Security Consulting, il avait appris à lire les intentions des gens dans leur langage corporel, leurs micro-expressions, ces subtiles indications qui distinguaient la vérité de la tromperie. Mais ce soir-là, en entrant dans sa propre cuisine, cet instinct sommeillait. « Ça sent incroyablement bon ici », lança Reed en posant sa mallette près de la porte. À 42 ans, sa silhouette affichait encore la posture disciplinée de l'époque où il était dans les forces spéciales, même si les mèches grises dans ses cheveux noirs trahissaient les années écoulées depuis l'Afghanistan. Diana leva les yeux de la cuisinière, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, ses yeux verts brillants de ce que Reed prit pour de l'affection. « Je voulais que ce soir soit spécial. Connor a tellement travaillé pour ses examens, et tu as passé de longues heures sur le compte Henderson. » Connor, 16 ans, sortit de sa chambre. Un short de basket pendait sur sa silhouette dégingandée. Maman disait qu'elle préparait son fameux ragoût de bœuf. Celui de la recette de ta grand-mère. Reed sourit en regardant sa femme verser de généreuses portions dans des bols. Diana s'était montrée distante ces derniers temps, travaillant tard à l'agence immobilière. Mais peut-être faisait-elle un effort pour renouer le contact. Il avait remarqué les nouveaux vêtements, le parfum coûteux, la façon dont elle surveillait son téléphone, mais il avait attribué cela à l'agitation de la quarantaine. Après tout, il s'était marié jeune. Elle avait à peine 22 ans à la naissance de Connor. Le secret de grand-mère, c'était la réduction de 20, expliqua Diana. Sa voix était chargée d'une étrange nervosité que l'oreille exercée de Reed aurait dû percevoir. J'ai ajouté quelque chose en plus ce soir, un ingrédient spécial. Le ragoût était riche, copieux, parfait pour cette soirée d'octobre. Reed et Connor mangèrent avec enthousiasme, Diana piquant sa salade tout en les observant avec une intensité qui aurait dû les alarmer. Mais Reed était fatigué, sa garde baissée dans le sanctuaire de sa propre maison. 20 minutes plus tard, la pièce commença à s'incliner. La fourchette de Reed heurta son bol tandis qu'un vertige le submergeait comme une vague. De l'autre côté de la table, le visage de Connor était devenu pâle, ses yeux peinant à se concentrer. « Papa. » La voix de Connor semblait lointaine, déformée. « Je ne sens pas la cuisine tourner violemment. » Reed agrippa le bord de la table. Son entraînement des forces spéciales hurlait des signaux de danger à travers le brouillard qui obscurcissait son esprit. Mais ce n'était pas une embuscade ennemie. C'était sa propre maison. Sa femme debout devant l'évier, le dos tourné, les épaules raides. Diana, parvint à dire Reed, la langue épaisse et insensible. Quelque chose ne va pas appeler les secours. Elle se retourna lentement et, pendant une fraction de seconde, Reed vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ni inquiétude, ni peur, calcul. Bien sûr, dit-elle en attrapant son téléphone avec une lenteur délibérée. Je suis sûr que c'est juste une intoxication alimentaire. Ce sont des choses qui arrivent. La vision de Reed se troubla. La mémoire musculaire se réveilla. Le même instinct de survie qu'il avait maintenu en vie à Kandahar. Luttant contre la désorientation, il trébucha vers Connor, qui glissait sur le côté de sa chaise. « On va à l'hôpital. » Diana s'avança. « Reed, tu devrais peut-être te reposer d'abord. »« Laisse-moi t'appeler. »« Non. » Le mot fut prononcé avec une autorité militaire qui interrompit les protestations de sa femme. Reed tira Connor sur ses pieds, tous deux titubants comme des ivrognes. Le bras de son fils lui semblait plus lourd que sa tenue de combat. Le masque de Diana glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de prédateur en dessous. Puis elle reprit son rôle d'épouse inquiète. « Laisse-moi au moins conduire. »« Tu n'es pas en état. » J'ai dit « non ». La main de Reed trouva ses clés de voiture, guidée par la mémoire musculaire, même si sa vision se brouillait. Des années d'entraînement tactique lui avaient appris à fonctionner malgré les blessures, l'épuisement, la peur. Ce n'était pas différent. Le trajet jusqu'à l'hôpital général fut un cauchemar, entre feux de circulation qui semblaient clignoter, et Connor marmonnant des paroles incohérentes à côté de lui. Les mains de Reed agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchissaient, luttant pour maintenir la voiture entre les lignes tandis que le poison, parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Son esprit militaire finit par accepter, continuant son assaut sur son système nerveux. La salle d'urgence était un flou de néons et de voix pressantes.
Reed réussit à installer Connor sur un brancard avant que ses propres jambes ne lâchent. Une infirmière le rattrapa alors qu'il trébuchait. « Il faut qu'on fasse des analyses de sang », dit-elle en l'aidant à s'allonger sur un lit. « Que as-tu mangé ce soir ?»« Du ragoût de bœuf », répondit Reed, la voix pâteuse malgré ses efforts. « Ma femme a réussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. On allait bien il y a 1 heure. » Les résultats étaient rapides, trop rapides pour une analyse sanguine de routine. Reed commençait à s'éclaircir les idées lorsque l'infirmière Patricia Williams se précipita dans sa chambre, le visage grave. C'était une infirmière urgentiste chevronnée, la cinquantaine, quelqu'un qui avait tout vu et qui ne se laissait pas facilement perturber. Elle lui saisit le bras et se pencha vers lui, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ne rentrez pas chez vous. Appelez les secours immédiatement. » Le sang de Reed se glaça. Quoi? Les analyses révèlent une intoxication au laurier rose. Des glycosides cardiaques. Ce n'était pas accidentel. Son regard se porta sur le couloir, puis revint sur lui. Quelqu'un a essayé de vous tuer, vous et votre fils, et il savait pertinemment ce qu'il faisait. Chapitre 2. Démêler les fils. L'esprit de Reed passa en mode tactique. Le brouillard empoisonné fit place à une concentration cristalline. Le laurier rose. Il connaissait le laurier rose grâce à ses forces spéciales. Entraînement à la sarcophage, survie, évasion, résistance, fuite. Cette plante était courante dans les aménagements paysagers de banlieue, mortelle lorsqu'elle était préparée correctement, et laissait une signature toxicologique très spécifique. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il à l'infirmière Williams, d'une voix ferme malgré les implications qui lui fracassaient la conscience. « Vous avez tous les deux surmonté le pire. Vous êtes arrivés à temps, jeune et fort. » Mais Reed, dit-elle avec une pause, utilisant son prénom avec la familiarité de quelqu'un qui annonce une nouvelle qui bouleverse une vie. Quiconque a fait ça connaît la chronologie. Ils s'attendent à ce que vous soyez immobilisé pendant au moins 6 heures, probablement plus. Ma femme, dit Reed, ces mots ayant un goût de poison. Elle est la seule à avoir eu accès à notre nourriture ce soir. L'infirmière Williams hocha la tête d'un air sombre. La police voudra vous parler, mais je vous suggère de bien réfléchir à la suite. Ceux qui consomment de l'oléandé ne sont pas des amateurs. Le téléphone de Reed vibra, un SMS de Diana lui parvint. Comment vous sentez-vous? Le médecin dit que c'est peut-être une intoxication alimentaire. Je reste ici pour nettoyer et j'attends votre appel. Le ton désinvolte lui retourna l'estomac plus que le poison. Pendant que lui et Connor luttaient pour leur survie, Diana nettoyait, détruisant probablement des preuves. Je dois passer des appels, dit Reed à l'infirmière. Son premier appel fut à Marcus Webb, son associé et ancien camarade rangé de l'armée, qui s'occupait de l'aspect technique de la sécurité de Matthew. Marcus a répondu à la première sonnerie. Reed, il est minuit passé. Que se passe-t-il? J'ai besoin que tu actives le système de sécurité de la maison à distance. Surveillance intégrale, toutes les caméras, enregistrement audio, et je veux que ce soit fait discrètement. Terminé. Mais pourquoi? On vient d'essayer de nous empoisonner, Connor et moi. J'ai besoin de savoir ce que Diana fait en ce moment. Il y a eu un silence. Bon sang. Je suis en train de regarder les images. C'est Reed. Elle n'est pas seule. Reed serra les dents. Qui est avec elle? Un grand gaillard, cheveux blonds. On dirait qu'il passe beaucoup de temps à la salle de sport. Ils sont dans ta cuisine. Elle nettoie tout à l'eau de javel. Et il vérifie le broyeur à déchets. La trahison a frappé plus fort que le poison. Reed soupçonnait que Diana avait une liaison. Les signes étaient là, mais une tentative de meurtre était une autre histoire de trahison. Donnez-moi tout ce que vous pouvez sur ce type. Reconnaissance faciale, vérification des antécédents, etc. Travail, et Marcus. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Bien reçu, Reed. Qu'est-ce que tu prépares? Reed observa Connor dormir dans le lit à accent grave côté, le visage pâle de son fils, mais paisible, inconscient de la mort qu'il avait frôlée. De la disparition imminente de Diana pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ avec son amant. Justice, répondit Reed. Au cours des 2 heures suivantes, feignant de se reposer, Reed se forgea une image de la tromperie de sa femme avec la précision méthodique qui avait fait de lui l'un des agents les plus efficaces de l'armée.
Marcus lui fournissait des renseignements par des canaux sécurisés. L'homme dans la cuisine de Reed était Sean Morrison, 34 ans, coach sportif chez Elite Fitness, où Diana avait commencé à s'entraîner 6 mois auparavant. Pas de casier judiciaire, mais 3 relations antérieures avec des femmes mariées qui avaient toutes divorcé moins d'1 an après avoir rencontré Chang. Un prédateur sexuel spécialisé dans la rupture familiale. Les relevés bancaires montraient que Diana avait progressivement vidé leur compte d'épargne commun au cours des 4 derniers mois, transférant de l'argent sur un compte que Sean l'avait aidé à ouvrir. Elle avait également augmenté son solde. Il y a seulement 3 mois, la police d'assurance vie de Reed a été augmentée à 2 millions de dollars, sous prétexte qu'elle était destinée aux études de Connor. La planification était minutieuse et sophistiquée. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était une exécution calculée. Le téléphone de Reed a vibré à nouveau. Diana, le médecin dit que vous devez passer la nuit en observation. Je vous récupère demain matin. Je vous embrasse. L'hypocrisie était stupéfiante. Elle vérifiait le succès de sa tentative de meurtre tout en envoyant des messages affectueux. Reed a répondu, Connor va beaucoup mieux. Il pourrait nous libérer dans quelques heures. J'appellerai quand on sera prêt. Puis il appela l'inspectrice Lorraine, une de ses relations avec son cabinet de conseil en sécurité. Lorraine était spécialisée dans les crimes conjugaux et avait vu suffisamment de cas d'empoisonnement pour en connaître les tendances. Reed, il est 3 heures du matin. J'espère que ça va bien. Quelqu'un a essayé de nous tuer, mon fils et moi, ce soir. Empoisonnement au laurier rose. Ma femme a préparé le dîner et elle est la seule à avoir accès à notre nourriture. La voix de Lorraine s'est aigrie. Où êtes-vous maintenant? Général du comté. Nous sommes stables, mais j'ai besoin de conseils. J'ai des preuves qu'elle a planifié ça avec son amant. J'ai une vidéo d'eux en train de détruire des preuves en ce moment même. Lisez. Écoutez-moi attentivement. Ne rentrez pas chez vous. Ne les confrontez pas, déposez plainte et laissez-nous gérer ça, et laissez-les prendre un avocat et s'en aller. Lorraine, vous savez comment se déroulent ces affaires. Sans avenir flagrant délit, il est presque impossible de prouver l'intention d'empoisonnement. À quoi pensez-vous? La voix de Reed exprimait la froideur calculatrice qui l'avait rendu mortel en Afghanistan. Il pensait leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Il leur laisserait croire que leur plan avait fonctionné. À l'aube, Reed avait sa stratégie. Il laisserait croire à Diana et Sean qu'ils avaient réussi à les éliminer, lui et Connor, puis détruirait systématiquement tout ce qui leur était cher avant de révéler qu'il était bien vivant et parfaitement conscient de leur trahison. La première phase exigerait qu'ils disparaissent de manière convaincante. La deuxième phase exigerait de la patience. La troisième phase exigerait les compétences que l'armée lui avait inculquées, des compétences que Diana ignorait totalement que son mari possédait. En regardant Connor se réveiller, groggy mais en pleine forme, Reed fit une promesse. Sa femme et son amant avaient commis l'erreur de cibler son fils. Ils apprendraient que certaines trahisons sont impardonnables et que certains hommes sont invincibles. La guerre ne faisait que commencer. Chapitre 3. L'art de disparaître. Reed sortit de l'hôpital avec Connor à 6 heures du matin, utilisant son habilitation de sécurité pour accéder à une sortie de service qui contournait les caméras principales. Des années de planification tactique lui avaient appris que la première règle de toute opération était de contrôler le flux d'informations. Et c'était vrai. Maintenant, Diana ne pouvait pas savoir qu'ils avaient survécu à sa tentative de meurtre. « Papa, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rentrer à la maison », dit Connor tandis que Reed le guidait vers le SUV de Marcus qui l'attendait dans le parking de l'hôpital. « Parce que la maison n'est pas sûre en ce moment, fiston. » La voix de Reed était si grave que Connor se redressa. « Ta mère a essayé de nous tuer la nuit dernière. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup. Le visage de Connor passa par plusieurs émotions. L'incrédulité, la confusion, puis une horreur naissante tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Le ragoût. C'est pour ça qu'elle n'en avait pas besoin. C'est pour ça qu'elle continuait à nous surveiller. La voix de Connor se brisa. Maman a vraiment essayé. Elle voulait notre mort. Reed posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Oui. Et tant qu'on ne comprendra pas pourquoi et avec qui elle travaille, on doit rester invisible. Marcus Webb émergea de derrière le SUV, le visage buriné et sombre. À 38 ans, Marcus se tenait toujours comme le ranger qu'il avait été.
J'ai été, compact et alerte. J'ai une maison sûre, ma cabane dans les montagnes, hors réseau, sécurisée et totalement introuvable pour vous deux. Pendant le trajet, Reed a exposé la situation à Connor, observant son fils digérer la réalité, sa mère était devenue une étrangère prête à commettre un meurtre. C'était une dure leçon de confiance, mais Connor devait comprendre les enjeux. Elle a une liaison avec un coach sportif nommé Sean Morrison, expliqua Reed. Il planifie tout ça depuis des mois. Transfert d'argent, augmentation de l'assurance vie, probablement le projet de disparaître ensemble une fois que nous serions hors de vue. Connor fixait le paysage par la fenêtre. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Je soupçonnais la liaison depuis quelques semaines. La tentative de meurtre? Je l'ai compris lorsque les résultats de toxicologie sont arrivés. La voix de Reed s'adoucit légèrement. Je suis désolé que vous ayez appris l'existence de votre mère de cette façon. Que va-t-il se passer maintenant? L'expression de Reed se durcit. Maintenant, nous allons leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. La cabane était à 65 km de la ville, accessible uniquement par la route. Un chemin de terre sinueux qui rendrait la surveillance quasiment impossible. Marcus l'avait approvisionné en provisions pour un mois, ainsi qu'en matériel de communication impossible à retracer. La priorité est de faire croire à Diana que son plan a fonctionné, expliqua Reed tandis qu'il s'installait dans l'intérieur rustique. Marcus va faire retrouver notre voiture abandonnée près du lac du Diable. Lorsque la police enquêtera, elle découvrira que nous ne sommes jamais rentrés de l'hôpital. Et les caméras de sécurité, demanda Connor, son esprit analytique, tout comme celui de Reed, déjà en train de gérer la logistique. Marcus a un contact qui montrera les images de l'hôpital pour nous montrer sortant par l'entrée principale, puis disparaissant sur le parking. La chronologie suggère que nous étions encore fortement affectés par le poison lorsque nous sommes partis. Marcus hocha la tête. J'ai également placé des indices suggérant que vous avez peut-être conduit vers le lac dans un état de confusion. Votre voiture y sera retrouvée, portes ouvertes, suggérant que vous avez tous deux erré dans l'eau, désorientés. Malin, dit Connor, et Reed ressentit un mélange complexe de fierté et de tristesse face à la maîtrise rapide des tactiques de tromperie par son fils. Pendant 48 heures, Reed et Marcus ont orchestré une disparition parfaite. Diana a signalé leur disparition lorsqu'ils ne sont pas rentrés, jouant le rôle de l'épouse inquiète avec une performance digne d'un hôpital. Elle a accordé des interviews larmoyantes aux chaînes d'information locales, décrivant le comportement étrange de son mari et de son fils après le dîner, et comment elle les avait suppliés de rester à l'hôpital. Reed a observé ces scènes depuis la connexion Internet sécurisée du chalet, étudiant le langage corporel de sa femme avec l'œil analytique de quelqu'un formé à détecter les tromperies. Elle était douée, très douée. Mais elle a commis une erreur cruciale. Elle n'a montré aucun chagrin sincère, seulement une simulation de chagrin. Elle apprécie vraiment cela, observa Connor en regardant la deuxième interview de sa mère. Regardez ses yeux. Elle n'est pas triste. Elle est excitée. Reed hocha la tête, fier de la prise de conscience de son fils. Elle se croit-elle? Elle se croit libre de commencer une nouvelle vie avec Sean. Probablement en utilisant l'argent de notre assurance vie pour la financer. Pendant ce temps, Marcus surveillait de près Diana et Sean. Le tableau qui en ressortait était accablant. Sean avait pour habitude de cibler les femmes mariées, de les séduire, puis de les convaincre d'éliminer leur mari. Il n'avait jamais été arrêté, car il prenait soin de laisser les femmes tuer, tout en maintenant un déni plausible. Ce type a déjà fait ça, rapporta Marcus le 3e jour. J'ai trouvé des dossiers de 3 anciennes petites amies mariées dont les maris sont morts dans des circonstances suspectes. Un accident de voiture, un suicide apparent, une crise cardiaque potentiellement provoquée. Pourquoi personne n'a fait le lien, demanda Connor. Parce qu'ils déménagent d'une ville à l'autre, n'utilisent jamais la même méthode 2 fois et veillent à entretenir des relations distinctes avec chaque femme. Pas de schéma tant qu'on ne sait pas quoi chercher, expliqua Reed. La révélation que Sean était un tueur en série, que Diana avait été manipulée par un prédateur, aurait pu susciter la sympathie chez un autre homme. Mais la capacité de pardon de Reed s'était éteinte dès que quelqu'un avait tenté d'empoisonner son fils. Le 4e jour, Diana et Sean commettaient leur première grosse erreur. Pensant être inaperçus, ils emménagèrent ensemble chez Reed. Les caméras de surveillance de Marcus les capturaient dans des moments intimes, planifiant leur avenir avec l'insensibilité désinvolte de ceux qui ont commis un meurtre avec succès.
On devrait attendre encore une semaine avant de déclarer sa sinistre, dit Shan lors d'une conversation enregistrée. Laissons les recherches se calmer complètement. J'ai hâte de partir d'ici, répondit Diana. Trop de souvenirs. Une fois l'argent récupéré, on pourra prendre un nouveau départ sous les tropiques. Et le fonds pour les études des enfants? C'est un demi-million de plus. Le rire de Diana était glacial. Connor n'aura plus besoin d'aller à l'université. Cette déclaration scella leur destin à tous les deux. Reed prévoyait une réponse mesurée, quelque chose qui révélerait leur crime et les verrait emprisonnés. Mais entendre Diana balayer d'un revers de main la mort de leur fils le plongea dans une zone plus sombre. Papa. Connor avait observé le visage de Reed pendant la relecture. À quoi penses-tu? Le sourire de Reed était prédateur. Je pense que ta mère et Shan sont sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on menace ma famille. Quel est le plan? Reed regarda son fils, 16 ans, mature pour son âge, changé à jamais par la trahison de sa mère. Connor méritait que justice soit faite, méritait de comprendre que certaines personnes étaient irrécupérables et devaient être arrêtées définitivement. La première phase était la disparition. La deuxième phase est la guerre psychologique. Nous allons les faire remettre en question tout ce qu'ils croient savoir, les rendre paranoïaques et désespérés. La troisième phase. Reed marqua une pause, réfléchissant à ce qu'il allait révéler à son fils. La troisième phase, c'est quand ils paient le prix fort pour leurs actes. Marcus sourit, reconnaissant le regard de ses anciens coéquipiers. Comme au bon vieux temps en Afghanistan. Exactement comme au bon vieux temps, confirma Reed. Sauf que cette fois, nous ne sommes pas liés par les règles d'engagement. Chapitre 4. Fantôme dans la machine. La campagne psychologique commença sournoisement, comme le font toujours les opérations les plus efficaces. Reed avait appris dans les forces spéciales que l'esprit était plus fragile que le corps et que la peur de l'inconnu était plus puissante que toute menace physique. Lors de la 5e nuit de Diana et Shan chez Reed, Marcus pirata le système domotique et commença une série de manipulations à peine perceptibles. Les lumières vacillèrent un instant. La température baissa de 2 degrés. Une porte laissée ouverte fut retrouvée fermée le lendemain matin. Des techniques classiques de manipulation, expliqua Reed à Connor tandis qu'il surveillait le malaise croissant du couple grâce à des caméras cachées. Les amener à remettre en question leur propre perception de la réalité. Shan fut le premier à craquer sous la pression. Un homme qui survécut en misant sur sa vulnérabilité émotionnelle. N'était pas équipé pour gérer une guerre psychologique systématique menée par des professionnels. J'ai toujours l'impression que quelqu'un nous observe, se plaignit Shan à Diana le 6e jour, arpentant nerveusement le salon de Reed. Et cette histoire de porte, je sais que je l'ai laissée ouverte. C'est juste la maison qui se tasse, répondit Diana. Mais Reed voyait l'incertitude dans son regard. Les vieilles maisons font des choses bizarres. Cette nuit-là, Marcus intensifia la pression. Utilisant le système d'enceintes intelligentes de la maison, il diffusa des enregistrements audio de la voix de Reed à des niveaux à peine audibles, des fragments de conversation, des murmures qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Diana s'est réveillée en hurlant à 3 heures du matin, persuadée d'avoir entendu son défunt mari l'appeler. Il y a quelqu'un dans cette maison, dit-elle à Shan, son sang-froid finissant par craquer. J'ai entendu la voix de Reed. Je sais ce que j'ai entendu. Shan tenta de rationaliser, mais Reed voyait la confiance de l'homme s'éroder. Un prédateur fonctionnait en se sentant maître de la situation, en manipulant les autres. Être la cible de cette manipulation était étrange et terrifiant. On devrait peut-être aller à l'hôtel en attendant que l'argent de l'assurance arrive, suggéra Shan, la voix tendue par une panique à peine maîtrisée. Non, rétorqua Diana. Ça a l'air suspect. On doit continuer à jouer la veuve endeuillée jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais le rôle de Diana devenait de plus en plus difficile à tenir. La pression psychologique constante l'épuisait, la rendait paranoïaque et nerveuse. Elle se mit à boire davantage, à dormir moins, à vérifier les serrures de manière obsessionnelle. Reed observait tout cela avec une satisfaction froide. Il commençait à craquer. Place à la deuxième phase. La deuxième phase consistait à manifester leurs pires craintes. Reed demanda à Connor d'appeler Diana sur son portable depuis un numéro intraçable, diffusant des enregistrements de sa voix appelant à l'aide. Les appels arrivaient à des heures inopinées pendant le dîner, au milieu de la nuit, alors que Diana faisait visiter des maisons à des clients. Maman. Maman, où es-tu?
Il fait nuit ici et je ne trouve pas papa. La voix enregistrée de Connor était déchirante, conçue pour exploiter tout l'instinct maternel qui restait à Diana. Les appels la poussèrent au bord de la folie. Elle essaya de changer de numéro, mais les appels continuaient. Elle alla voir la police, mais ils ne parvinrent pas à remonter la source. Et son récit des appels de son fils décédé la rendait instable. Shan était encore pire. Reed avait demandé à Marcus d'injecter des preuves que quelqu'un enquêtait sur les relations passées de Shan. De faux rapports de police apparurent dans sa boîte mail. Des photos des maris décédés de son ex-petite amie apparurent sur le pare-brise de sa voiture. Des informations anonymes furent transmises au service de police des villes où Shan avait déjà opéré. « Quelqu'un sait ?» dit Shan à Diana lors d'une conversation surveillée. « Quelqu'un fait le lien entre mes relations passées. »« C'est impossible, » dit Diana. Mais sa voix manquait de conviction. « Impossible. Alors explique-moi ça. » Shan lui montra une photo que Marcus avait insinuée. Une image composite montrant Shan avec les épouses de ses 3 précédentes victimes. Quelqu'un me suit à la trace depuis des années. La paranoïa les rongeait, exactement comme Reed l'avait prévu. Privé de sommeil, constamment sur le qui-vive. Il commettait des erreurs, devenait négligent, conditions idéales pour la phase finale. Pendant ce temps, Reed utilisait les ressources de son entreprise de sécurité pour monter un dossier solide contre eux. Il avait les résidus de laurier rose de leur poubelle de cuisine, les relevés financiers attestant des transferts d'argent, les images de surveillance les montrant en train de détruire des preuves, et maintenant des semaines de conversations enregistrées prévoyant d'escroquer la compagnie d'assurance. Mais la justice ne suffisait plus. Reed avait vu Diana rire de la mort de Connor trop souvent. Il avait vu Shan planifier nonchalamment sa prochaine victime. Ces gens étaient des prédateurs qui tueraient à nouveau s'ils en avaient l'occasion. « Quel est le but, papa ?» demanda Connor tandis qu'il regardait Shan arpenter frénétiquement la maison, vérifiant portes et fenêtres pour la 10e fois cette nuit-là. L'expression de Reed était de marbre. Shan Morrison a tué au moins 4 personnes, probablement plus. Diana l'a aidé, et elle a tenté de vous assassiner. La justice pourrait les condamner à la prison à vie avec un peu de chance, mais il est plus probable qu'ils plaident coupables d'homicide involontaire et soient libérés dans 15 ans. Alors, quelle est l'alternative ? Une justice qui tienne bon, dit simplement Reed. Shan a l'habitude de cibler les femmes dans les salles de sport. Demain soir, il va goûter à la traque plutôt qu'au chasseur. Reed avait planifié l'élimination de Shan avec une précision militaire. L'homme travaillait chez Elite Fitness tous les jeudis, fermant seul la salle. Les caméras de sécurité tomberaient en panne mystérieusement. Shan disparaîtrait purement et simplement, ne laissant aucune trace, si ce n'est un mot avouant ses crimes et exprimant des remords pour les familles qu'il a détruites. « Et Diana ?» demanda Connor. Le sourire de Reed était froid. Diana aura droit à quelque chose de spécial. Elle pourra vivre avec la conscience d'avoir tout détruit pour un homme qui se servait d'elle. Elle pourra passer le reste de sa vie en sachant que son fils est vivant et ne lui pardonnera jamais. Tu vas lui faire savoir que nous avons survécu après la disparition de Shan et qu'elle se rendra compte qu'elle est complètement seule, accusée de meurtre, sans personne pour l'aider. C'est alors qu'elle apprendra que le mari et le fils qu'elle a tenté de tuer sont bien vivants et totalement hors de son contrôle. Connor hocha lentement la tête. À 16 ans, il était assez grand pour comprendre que certaines personnes ne pouvaient être rachetées, qu'on ne pouvait pas les raisonner, qu'on ne pouvait pas les laisser continuer à faire du mal aux autres. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda-t-il. Reed ressentit un mélange complexe de fierté et de tristesse à la question de son fils. Connor grandissait vite, apprenant de dures vérités sur la nature humaine que la plupart des gens n'ont jamais eu à affronter, mais il développait aussi la clarté morale qui lui serait utile dans un monde dangereux. Demain soir, Reed répondit, il ne reste qu'un jour à Shan Morrison pour profiter de sa liberté. Chapitre 5. Le chasseur devient la proie. Elite Fitness fermé à 22h. Le jeudi soir, laissant Shan Morrison seul pour effectuer le nettoyage et l'entretien du matériel qui assurait la sécurité de son emploi. C'était une routine qu'il suivait depuis 3 ans. Mais ce soir-là, c'était différent. La pression psychologique des 2 dernières semaines l'avait rendu hyper vigilant, sursautant sur les ombres, vérifiant constamment par-dessus son épaule. Reed regardait de l'autre côté de la rue Shan verrouiller l'entrée principale, puis se dirigeait vers l'arrière du bâtiment pour commencer sa routine de fermeture. L'emplacement de la salle de sport était parfait pour les besoins de Reed. Isolé,
entouré d'entrepôts et de parkings vides, sans aucun témoin résidentiel à proximité. Les caméras sont éteintes. Marcus a fait son rapport via l'oreillette de Reed. J'ai un créneau de 30 pouces avant que l'entreprise de sécurité ne lance son prochain diagnostic. Reed vérifia son équipement une dernière fois. Équipement tactique, entrave, une seringue remplie d'un puissant sédatif qui rendrait Shan docile mais conscient. Ce ne serait pas une mort rapide. Shan avait besoin de comprendre exactement pourquoi il était puni. Il avait besoin d'avouer ses crimes devant une caméra avant d'être traduit en justice. Connor était de retour au chalet, surveillant les fréquences de la police et prêt à donner l'alerte en cas de problème. Reed avait envisagé d'emmener son fils. Connor avait autant le droit de voir Shan payer que n'importe qui, mais il décida que c'était une limite que son fils de 16 ans ne devait pas franchir. Pas encore. Reed avançait dans l'obscurité, silencieux comme un apprenti. Des décennies d'entraînement lui avaient permis d'approcher l'entrée arrière du gymnase sans déclencher aucun détecteur de mouvement. Shan avait calé la porte arrière ouverte pendant qu'il transportait les déchets vers la benne, suivant la même routine qui le rendait prévisible et vulnérable. Quand Shan revint de son 3e passage à la benne, Reed attendait dans l'ombre près de la porte. « Shan Morrison », dit doucement Reed en s'avançant dans la lumière. Shan se retourna, le visage blême de terreur. L'espace d'un instant, il resta figé, fixant un homme qu'il croyait mort. « Non », murmura Shan. « Tu es mort. On t'a tué. Toi et ton fils, vous êtes tous les deux morts. » Déçu, demanda Reed d'une voix d'un calme mortel. « Tu pensais vraiment qu'un fanatique de gym et sa femme manipulée pourraient déjouer un agent des forces spéciales ?» Shan se retourna pour courir, mais Reed fut plus rapide. Des décennies d'entraînement au combat donnaient à la fuite paniquée du jeune homme un air d'amateur. Un seul coup précis au plexus solaire de Shan le fit tomber à genoux, à bout de souffle. « Voilà ce qui va se passer », dit Reed en lui injectant le sédatif dans le cou. « Tu vas me raconter toutes les femmes que tu as tuées, toutes les familles que tu as détruites. Tu vas tout avouer devant la caméra, et tu vas disparaître à jamais. » Alors que la drogue faisait effet, les yeux de Shan s'écarquillèrent de compréhension. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. »« Tu ne peux pas ? Tu as renoncé à tes droits en essayant d'assassiner mon fils », répliqua Reed en lui attachant les poignets avec des serre-câbles de qualité militaire. « Tu es un tueur en série, Shan. C'est la justice. » Reed a fait monter Shan dans une camionnette sans fenêtre et l'a conduit jusqu'à un entrepôt que Marcus avait préparé, insonorisé, isolé, équipé de caméras et de matériel d'enregistrement. Shan aurait l'occasion d'avouer pour permettre aux familles de ses précédentes victimes de tourner la page avant d'assumer les conséquences de ses choix. Les aveux ont duré 3 heures, entrecoupés par la peur et la pression psychologique des dernières semaines. Shan a détaillé 4 meurtres s'étalant sur 7 ans. Chaque affaire suivait le même schéma, séduire une femme mariée, la manipuler pour lui faire croire qu'elle devait éliminer son mari, puis participer à la planification et à l'exécution du meurtre tout en maintenant un déni plausible. Diana était la dernière en date, a admis Shan, la voix creuse de défaite. Je l'ai choisie parce que son mari avait l'air militaire, dangereux. Je pensais que ce serait plus stimulant, plus excitant. Parlez-moi du laurier rose, a exigé Reed. Diana a fait des recherches et a découvert qu'il était indétectable lors de la plupart des autopsies standards, à moins qu'il ne sache quoi rechercher. Nous l'avons d'abord testé sur le chien de son voisin pour nous assurer que le dosage était correct. L'aveu désinvolte de cruauté envers les animaux fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Reed s'était préparé à infliger à Shan une mort rapide, relativement parlant. Il changea alors d'avis. « Tu vas écrire des aveux complets », ordonna Reed en plaçant un ordinateur portable devant Shan. « Chaque détail, chaque victime, chaque crime, et ensuite tu enregistreras une vidéo d'excuses à leur famille. » Shan obéit, brisé par la peur et la conscience que sa carrière de prédateur était terminée. Les aveux étaient complets, fournissant des preuves qui offriraient aux familles de ses victimes la paix qu'elles méritaient. À l'approche de l'aube, Reed se prépara à la phase finale. Shan disparaîtrait complètement, son corps jamais retrouvé, ne laissant que les aveux et le mystère de sa disparition. Diana se réveillerait seule, accusée de meurtre, sans complice pour partager la responsabilité. « S'il te plaît », supplia Shan tandis que Reed préparait l'injection finale. « Je ferai tout ce que je peux. Je témoignerai contre Diana. Je le ferai. »« Tu as eu l'occasion de choisir différemment », répondit Reed. « Tu as choisi d'être un prédateur.
Les prédateurs ne se font pas pitié. L'injection était rapide et propre. Pays de la victime de sa victime. Reed est retournée à la cabine alors que le soleil se levait. Dans sa propre maison. Elle a tenté de tuer son fils. Maintenant, elle apprendrait ce que cela signifiait de tout perdre. Faire face aux conséquences de ses choix sans personne pour l'aider, personne à blâmer, et aucun moyen d'échapper à la justice qu'elle avait gagnée. La guerre était presque terminée. Chapitre 6. Le dilemme de la veuve. Diana s'est réveillée seule dans le lit de Reed, les lumières du matin qui coulent à travers des fenêtres qui ne se sentaient plus comme à la maison. Sean n'était pas venu se coucher la veille et son téléphone allait directement à la messagerie vocale. Pour la première fois depuis le début de leur complot de meurtre, Diana avait vraiment peur. Elle a trouvé le sac de gym de Sean manquant dans le placard avec certains de ses vêtements. L'avait-il abandonné? La pression psychologique des dernières semaines l'avait-il finalement poussé à courir? La pensée a envoyé de la glace dans ses veines? Sans Sean, elle était complètement seule, confrontée à des accusations de meurtre potentiel sans personne pour corroborer son histoire sur l'intoxication alimentaire. Diana a essayé d'appeler Elite Fitness, mais le manager a déclaré que Sean ne s'était pas présenté pour son quart d'ouverture. Sa voiture était partie de l'allée. C'était comme s'il avait simplement disparu. L'après-midi, panique s'installe. Diana s'est rendue à l'appartement de Sean en utilisant la clé de rechange qu'il lui avait donnée et l'a trouvée partiellement vidée. Son passeport était parti avec l'argent d'urgence qu'il gardait caché dans sa commode, mais son ordinateur portable était toujours là et le sang de Diana a fait froid quand elle a vu ce qui était à l'écran. Un fichier vidéo étiqueté Confession Sean Morrison. Avec des mains tremblantes, Diana a cliqué sur jouer et a regardé son amant avouer à plusieurs meurtres, y compris leur complot contre Reed et Connor. La vidéo a été clairement enregistrée sous la contrainte. Le visage de Sean était meurtri, sa voix tremblant de terreur, mais chaque mot était accablant. Pire encore, il l'a complètement impliqué, décrivant son rôle dans la planification de l'empoisonnement de Lolière, ses motivations financières, même son licenciement occasionnel de la mort de Connors. Diana regarda avec horreur Sean la pinter comme le cerveau, lui-même comme un simple complice manipulé. La vidéo s'est terminée par la rupture de la voix de Sean. Je suis désolé pour toutes les familles que j'ai détruites. Diana Matthews m'a convaincu que c'était le seul moyen, mais j'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû m'éloigner. Diana a crié et a lancé l'ordinateur portable à travers la pièce, le regardant se briser contre le mur. Sean l'avait trahi, s'est peinte comme la victime tout en lui faisant ressembler à un monstre calculant. Mais pourquoi? Et où était-il maintenant? Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Diana. Les genoux de Diana se sont bouclés. La voix était lue son mari décédé parlant avec une autorité calme. Tu es censée être morte, chuchota-t-elle. Désolé de vous décevoir. Connor et moi avons survécu à votre petite expérience de cuisson. Empoisonnement à Lolière. Vraiment? Pensiez-vous que je ne reconnaîtrais pas les symptômes de ma formation militaire? C'est impossible. L'hôpital a déclaré. L'hôpital a dit exactement ce que je voulais qu'il dise. Nous vous avons regardé, Diana. Vous regardez et Sean planifier votre avenir avec notre argent d'assurance vie. Vous regardez rire de tuer votre propre fils. Diana a coulé au sol, son esprit sous le choc. Si Reed et Connor étaient vivants, alors tout ce qu'elle avait souffert, la psychologique torme, la paranoïa, les voix avaient été orchestrées par son mari. Où est Sean? Elle a demandé. Sean ne dérangera plus personne, répondit Reed avec une finalité effrayante. Il a avoué 4 meurtres avant de disparaître. Les familles de ses victimes ont enfin justice. Ghost? Demanda-t-elle, sa voix creux de défaite. Je veux que vous compreniez ce que vous avez perdu, répondit Reed. Tu as eu une famille, Diana. Un mari qui t'a aimé, un fils qui t'adorait, une vie confortable construite sur 15 ans de partenariat. Vous avez tout jeté pour un tueur en série qui vous a vu comme rien de plus qu'une autre victime crédule. Reed, s'il vous plaît. Je faisais une erreur. A choisi le meurtre, l'argent sur la famille, l'égisseur de l'égide, et maintenant vous pouvez vivre avec les conséquences. Vivant quelque part là-bas, et il ne pardonnerait jamais sa trahison. Et le déni, essayant de se convaincre, tout cela était un cauchemar élaboré. Mais lorsque la police est arrivée avec un mandat,
elle savait que sa réalité était devenue incontournable. Diana Matthews, vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre de Reed Matthews et Connor Matthews. Conspiration pour commettre une fraude à l'assurance et une cruauté envers les animaux. Le détective Lorraine a lu les accusations de détachement professionnel. Mais Diana pouvait voir la satisfaction dans ses yeux. Ils avaient tout trouvé. Le résidu hollandais, les dossiers financiers, la vidéo de la confession de Sean et les images de surveillance de Diana et Sean détruisant des preuves. L'affaire était hermétique sans possibilité de revendiquer une innocence ou de se blâmer à son complice manquant. « Où sont mon mari et mon fils ?» demanda Diana alors que les menottes cliquaient en place. En toute sécurité, le détective a répondu, loin des gens qui leur feraient du mal. Alors que la voiture de police s'éloignait de la maison de Reed, la maison qui ne serait plus jamais la maison de Diana, elle a aperçu une silhouette observant de l'autre côté de la rue. Silhouette grande, porteuse militaire et familière. Roseau. Lui se tenait immobile alors qu'elle était chassée, son expression illisible, mais son message est clair. La justice avait été rendue et Diana ferait face aux conséquences de ses choix seuls. La guerre était terminée et Reed Matthews avait complètement gagné. Chapitre 7. Justice a servi froid. 6 mois plus tard, Diana Matthews s'est assise dans une combinaison orange dans la prison du comté, attendant son audience de condamnation finale. Son avocat nommé par le tribunal avait réussi à faire négocier les accusations de la tentative de meurtre à des voies de faits graves et à un complot en vue de commettre une fraude. Mais elle faisait toujours face à 15 à 20 ans de prison. Les médias lui avaient surnommé la veuve hollandais, et son cas était devenu une histoire édifiante sur la cupidité et la trahison qui ont dominé les podcasts de véritables crimes et les émissions de nouvelles par câble. La vidéo de confession de Sean Morrison avait été publiée au public, révélant sa folie de meurtre en série et la peinture de Diana comme sa dernière victime ou son complice le plus calculant, selon l'expert en cours d'interview. Diana a préféré le récit qui la dépeint comme manipulée et vulnérable. C'était plus facile que de faire face à la vérité sur ce qu'elle serait devenue. Reed est entré dans la salle d'audience pour l'audience de condamnation avec Connor à ses côtés. À 17 ans maintenant, Connor était devenu plus grand, son visage plus fort, se portant avec le même roulement discipliné que son père. Le cœur de Diana a baigné les voyant ensemble, vivant, sain et complètement hors de sa portée. Les victimes aimeraient-elles faire des déclarations d'impact? La juge Patricia Brennan a demandé. Reed se tenait en premier, sa présence attirant l'attention de la salle d'audience. Il portait un costume sombre, sa posture militaire hétéro, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait vu de vrais combats et est devenu plus fort. Votre honneur, il y a 6 mois, ma femme a essayé de m'empoisonner moi et mon fils de 16 ans. Elle n'a pas fait cela dans un moment de passion ou de désespoir. Elle l'a planifié méthodiquement, recherchant des toxines, les testant sur des animaux innocents, drainant progressivement nos comptes bancaires pour financer son évasion avec son amant. Diana tressaillit à la récitation clinique de ses crimes. Elle n'a montré aucun remords quand elle pensait que nous étions morts. Au lieu de cela, elle en rit, prévoyait comment pour dépenser notre argent d'assurance vie et discuter de son soulagement, Connor n'aurait plus besoin de financement universitaire parce qu'il était mort. La salle d'audience était silencieuse, accrochée à chaque mot. Diana Matthews n'est pas victime de manipulation. C'est une femme qui a choisi le meurtre plutôt que le mariage, qui appréciait de l'argent sur la vie de son propre enfant. Elle représente un niveau de trahison que la société doit rejeter complètement. Reed s'arrêta, ses yeux trouvant Diana à travers la salle d'audience. Je ne veux pas qu'elle purge sa peine en pensant qu'elle peut éventuellement gagner le pardon ou la rédemption. Il y a des crimes qui ont définitivement rompu les obligations familiales, certaines trahisons qui ne peuvent jamais être guéries. Diana Matthews n'est plus ma femme, ne connaît plus la mère, ne faisant plus partie de notre famille de manière significative. Il s'assit et Connor se leva pour faire sa déclaration. Le cœur de Diana s'est brisé en voyant son fils, son bébé, la regarde avec une haine aussi froide. Ma mère a essayé de me tuer. Connor a commencé, sa voix stable, mais portant des nuances de blessures qui ne guériraient probablement jamais complètement. Pas parce que je ai fait quelque chose de mal, mais parce que je n'étais pas pratique pour son nouveau plan de vie. Elle était prête à empoisonner son propre enfant pour de l'argent. Diana voulait interrompre, expliquer, pour lui faire comprendre qu'elle avait été confuse, manipulée, désespérée. Mais les prochains mots de Connor ont détruit tout espoir de réconciliation. J'ai passé 6 mois en thérapie à essayer de comprendre comment une mère pouvait faire ce qu'elle a fait.
La conclusion que j'ai parvenue est que Diana Matthews n'a jamais été vraiment ma mère d'une manière qui comptait. Les vraies mères protègent leurs enfants, les sacrificent pour eux, les aiment inconditionnellement. Diana Matthews n'est qu'une femme qui m'a donné naissance avant de décider que je valais plus de mort qu'en vie. La voix de Connor durcit, montrant des aperçus de l'homme qu'il devenait. Je ne lui pardonne pas. Je ne lui pardonnerai pas. Et je ne veux pas qu'elle perde son temps en prison, en espérant qu'un jour nous aurons une relation à nouveau. Cette possibilité est décédée lorsqu'elle a mis Oléandé dans notre dîner. Le juge Brennan a appelé à la déclaration finale de Diana avant la condamnation. Diana est apparue sur les tremblements les jambes, en regardant le mari et le fils qu'elle avait essayé de tuer, à la recherche de toute trace de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Lisez Connor, je sais que j'ai fait de terribles erreurs. J'étais confus, manipulé par Shan en croyant des choses qui n'étaient pas vraies. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais malade, ne pensant pas clairement. L'expression de Reed n'a pas changé. Connor la regarda comme si elle était invisible. Je comprends que si vous avez besoin de temps pour guérir, mais j'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire notre famille. J'espère que vous pourrez trouver le pardon dans vos cœurs. Le défendeur se lèvera pour la condamnation, a annoncé le juge Brennan. Diana se leva, ses jambes soutenant à peine son poids. Diana Matthews, vous avez été reconnue coupable de voies de fait graves avec l'intention de causer des lésions corporelles. Conspiration pour commettre une fraude à l'assurance et une cruauté envers les animaux. Ces crimes représentent une trahison profonde des liens les plus fondamentaux de la famille et du mariage. La voix du juge Brennan portait un dégoût évident. Vous avez ciblé votre propre mari et enfant mineur avec un poison mortel, pas en légitime défense ou un moment de passion, mais dans le cadre d'un régime calculé pour bénéficier financièrement de leur mort. Le tribunal ne trouve aucune circonstance atténuante qui excuse ou explique ce niveau de trahison. Diana ferma les yeux, se battant pour le pire. Vous êtes par la présente condamné à 20 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans. Vous êtes également condamné à payer une restitution complète pour les frais médicaux, les frais juridiques et les dommages émotionnels aux victimes. 20 ans. Diana aurait 55 ans lorsqu'elle est sortie, en supposant qu'elle a survécu à la prison et a gagné une libération conditionnelle. Sa vie était effectivement terminée. Alors que le bœuf s'approchait de Shane, Diana a regardé une dernière fois à Reed et à Connor. Ils se tenaient ensemble, unis dans leur rejet d'elle, prêts à avancer avec leur vie sans regarder en arrière. Reed, Diana a appelé désespérément. S'il vous plaît, ne laissez pas notre fils grandir en haïr sa mère. La réponse de Reed était silencieuse, mais transportée clairement dans la salle d'audience. Connor n'a plus de mère. Vous vous en êtes assuré lorsque vous avez essayé de le tuer. Comme Diana était emmenée dans des chaînes, elle a entendu Connor parler à son père. Avons-nous vraiment fini avec elle pour toujours? Pour toujours? Reed confirmait. Certaines personnes ne peuvent pas être rachetées, ne peuvent pas être pardonnées, on ne peut pas faire confiance à nouveau. Diana a fait son choix, et maintenant elle arrive à vivre avec. Diana a disparu dans le système pénitentiaire, devenant juste un autre numéro dans une combinaison orange. Reed et Connor sont sortis du palais de justice ensemble, libres de construire de nouvelles vies sans l'ombre de la trahison qui les suspendait. La justice avait été rendue, complète et définitive. Chapitre 8. Nouveau début. 2 ans après le procès, Reed Matthews se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, regardant Connor flip pancake avec la confiance facile de quelqu'un qui avait appris à être autosuffisant tôt. À 19 ans, Connor était devenu un jeune homme qui s'était transporté avec une force tranquille. Le genre de personne qui pouvait gérer tout ce qui lui a jeté la vie. « Papa, tu vas être en retard pour ton interview. » observa Connor, glissant des crêpes parfaitement dorées sur l'assiette de Reed. Reed a vérifié sa montre. Dans 1 heure, il a eu une réunion avec le ministère de la Justice au sujet d'un contrat de conseil pour aider à former des agents fédéraux dans la prévention du terrorisme domestique. Sa société de sécurité avait augmenté de façon exponentielle après l'attention des médias du cas de Diana auprès des organismes d'application de la loi reconnaissant son expertise dans l'identification et l'arrêt des personnes dangereuses avant de pouvoir agir. « Êtes-vous sûr que vous êtes d'accord pour que je prenne ce contrat ?» demanda Reed. La position du DOJ nécessiterait des déplacements importants, laissant Connor seul plus souvent. Connor roula des yeux avec une exaspération de good-natured. « Papa, je commence ma 2e année à l'université à l'automne.
Je pense que je peux gérer d'être seul pendant quelques jours à la fois. Connor avait choisi d'étudier la psychologie criminelle, en partie inspiré par son expérience avec Diana et Sean. Il voulait comprendre ce qui poussait les gens à trahir leur famille, à blesser les gens qui les aiment le plus. Reed était fier de la réussite scolaire de son fils, mais s'inquiétait du bilan émotionnel de l'étude des aspects aussi sombres de la nature humaine. Un mot des avocats sur l'appel de Diana ? Demanda Connor, son ton soigneusement neutre. Refusé. Elle servira le vin complet année. Reed avait cessé de ressentir la satisfaction de la punition de Diana il y a des mois. La justice avait été rendue, mais s'attarder sur la vengeance n'était pas un moyen de vivre. Connor hocha la tête. Ils ont rarement discuté de Diana, après avoir traité leur colère et leurs blessures grâce à une thérapie approfondie. La docteure Rebecca Santos les avait aidés à comprendre que la guérison signifiait accepter la perte de la femme qu'ils pensaient savoir tout en refusant de laisser sa trahison définir leur avenir. J'ai rencontré Madame Peterson à l'épicerie hier. Connor a mentionné qu'elle avait demandé si nous allions bien. A dit qu'elle pense à nous chaque fois qu'elle voit des buissons d'olianders dans les chantiers des gens. Leur vieil voisin avait été horrifié d'apprendre ce que Diana avait fait, surtout après que Diana ait emprunté ses cisaillements d'élagage pour couper les plantes de jardin qui se sont avérées être une préparation de l'olière. Madame Peterson s'était sentie coupable de faciliter sans le savoir la tentative de meurtre. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Demanda Reed, en utilisant le langage thérapeutique qu'ils avaient tous les deux appris. Surtout bien. Un peu triste que les actions de Diana aient affecté tant de gens au-delà de nous. Madame Peterson n'a rien fait de mal, mais elle portera toujours une culpabilité à propos de ses cisaillements d'élagage. Reed était fier de la maturité émotionnelle de son fils. Connor avait traité son traumatisme de manière saine, émergeant plus fort plutôt que amer. Il avait même commencé à faire du bénévolat avec des groupes de soutien pour des enfants dont les parents avaient commis des crimes violents. Aider d'autres enfants à naviguer dans les émotions complexes d'aimer quelqu'un qui les avait blessés. En parlant de Madame Peterson, Connor a poursuivi, elle a mentionné que Diana avait essayé de l'appeler collecte de prison la semaine dernière. Je voulais que Madame Peterson nous transmette un message. Reed a haussé un sourcil. Quel genre de message ? L'habituel. Elle est désolée. Elle était malade. Elle veut nous parler. Elle espère que nous pourrons lui pardonner un jour. Connor's Voice n'a pas réussi. Observez. Le téléphone de Reed a bourdonné un texte de Marcus. Du climat. Affaire officiellement close. Reed a montré le message à Connor, qui l'a lu sans expression. Que pensez-vous de cela ? Demanda Reed. Connor a sérieusement examiné la question. J'ai l'impression que la justice a été rendue. Sean était un tueur en série qui aurait continué à tuer si vous ne l'aviez pas arrêté. Je ne suis pas désolé qu'il soit mort, et je ne suis pas désolé que vous soyez celui qui l'a tué. Reed a apprécié l'honnêteté de son fils. Ils ont beaucoup discuté du sort de Sean en thérapie avec le docteur Santos aidant Connor à traiter les émotions complexes de savoir que son père avait tué quelqu'un, même quelqu'un qui le méritait. Je ne regrette pas d'arrêter Sean, a déclaré Reed. Mais je ne veux pas que vous pensiez que le meurtre est la réponse à chaque problème. Ce que j'ai fait, c'est la justice vigilante, qui est dangereuse pour la société si elle devient normalisée. Je comprends la différence entre votre situation et la résolution générale des conflits, a répondu Connor avec un léger sourire. Vous n'élevez pas un futur tueur en série, papa. Reed a terminé son petit déjeuner et s'est préparé à son entretien. Le contrat du DOJ impliquerait de voyager dans différents bureaux de terrain. Les agents pédagogiques reconnaissent les signes d'avertissement de l'escalade de la violence domestique, des modèles de criminalité financière et des tactiques de manipulation psychologique que les prédateurs comme Sean ont utilisés. Êtes-vous enthousiasmé par le travail ? Demanda Connor alors que Reed rassemblait ses matériaux. Oui. C'est comme transformer notre expérience en quelque chose qui peut aider d'autres familles à éviter ce que nous avons vécu. Connor a serré son père au revoir, un geste qui était devenu plus significatif depuis leur épreuve. Ils avaient appris à ne pas se prendre pour acquis pour apprécier le lien familial qui avait survécu à la tentative de Diana de le détruire. Papa, quand tu reviens de décès, tu veux m'aider à entrer dans mon dortoir ? Reed sourit. Ne le manquerai pas, promettez-moi simplement que vous appellerez si des filles essaient de vous empoisonner. Très drôle, Connor rit. Je pense que mes problèmes de confiance me garderont célibataire pendant un certain temps de toute façon.
Alors que Reed se dirigeait vers son interview, il a réfléchi à la façon dont leur vie avait changé. La trahison de Diana les avait presque détruits, mais ils étaient émergés plus forts, plus proches et plus reconnaissants des obligations qui comptaient vraiment. Ils avaient construit de nouvelles vies à partir de les cendres des anciennes, prouvant que certaines familles pourraient survivre à tout ce qu'elles étaient construites sur un véritable amour plutôt que sur l'obligation ou la commodité. L'avenir avait l'air brillant et Diana Matthews était finalement vraiment dans leur passé où elle appartenait. Chapitre 9. Cercle complet. 5 ans après le procès, Reed Matthews s'est assis dans son bureau en examinant les dossiers de cas lorsque son assistant a frappé à la porte avec une expression de préoccupation. « Monsieur Matthews, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit que son nom est Linda Morrison et qu'elle doit vous parler du cas de votre femme. » Le sang de Reed refroidit. Morrison, la sœur de Shan, peut-être ou un autre parent qui cherche des réponses sur ce qui était arrivé à leurs membres de la famille disparue. Envoyez-la. Reed a décidé mieux de faire face à ce que cela était directement. Linda Morrison était une femme dans la quarantaine avec des cheveux et des yeux prématurément gris qui portait le poids de quelqu'un qui avait vu trop de tragédies. Elle s'est déplacée d'énergie nerveuse, clairement inconfortable, mais déterminée. « Monsieur Matthews, merci de m'avoir vu. Je suis la sœur aînée de Shan Morrison. » Roseau gardait son expression neutre. « Je suis désolé pour votre perte. » Le rire de Linda était amer. Perte. Shan était un monstre qui a détruit les familles pour le sport. Lorsque sa vidéo de confession a été publiée, j'ai finalement compris pourquoi tant de ses copines se sont retrouvées veuves. Elle s'assit sans être invitée, ses mains tremblantes légèrement. Je ne suis pas là pour pleurer pour Shan. Je suis ici pour vous remercier de l'avoir arrêté. L'histoire soigneusement construite de Reed sur la disparition de Shan a eu lieu pendant 5 ans. Officiellement, Shan Morrison avait fui le pays après l'exposition de ses crimes, ne laissant que ses aveux et un sentier suggérant qu'il s'était échappé en Amérique du Sud. Son corps retrouvé dans le Colorado a été expliqué comme lui tentant de traverser le Canada à pied et mourant de l'exposition. « Je ne suis pas sûr de comprendre », répondit soigneusement Reed. Linda a sorti un dossier épais de documents. « J'ai passé 5 ans à enquêter sur le passé de mon frère, en essayant de comprendre combien de personnes il a tuées. Le décompte officiel est de 4, mais je pense qu'il est plus proche de 8. » Elle a répandu des photographies sur le bureau de Reed. Les femmes de divers âges, toutes blondes, toutes attrayantes, toutes finalement veuves dans des circonstances suspectes. Ces femmes sont toutes sorties avec Shan à un moment donné de la dernière décennie. Leurs maris sont tous morts dans les 18 mois suivant le fait que Shan est entré dans leur vie. Accidents de voiture, suicides apparents, crise cardiaque, intoxication alimentaire, différentes méthodes, mais le schéma est clair. Reed a examiné les photos, reconnaissant le type de femme que Shan avait ciblée. Vulnérables, isolées, financièrement dépendants de leur mari. « Pourquoi tu me dis ça ? » ?»« Parce que je sais que tu l'as tué, » dit doucement Linda. « Et je veux que vous sachiez que vous avez sauvé des vies en le faisant. » L'expression de Reed n'a pas changé, mais en interne, il calculait. Si la sœur de Shan connaissait la vérité, qui d'autre aurait pu comprendre? C'est une grave accusation sans preuve à l'appui. Linda sourit tristement. Monsieur Matthews, je ne porte pas de fil et je ne travaille pas avec la police. Je suis juste une sœur qui a passé des années à se demander pourquoi son frère a continué à finir par impliquer avec des veuves. Elle a souligné l'une des photographies. Voici Jennifer Walsh. Son mari est décédé dans un accident de voiture 3 mois après avoir commencé à sortir avec Shan. Elle s'est suicidée 2 semaines après la disparition de Shan, laissant une note disant qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce qu'elle avait fait. Une autre photo. Rebecca Torres. Son mari a eu une crise cardiaque pendant ce qui aurait dû être une procédure médicale de routine. Elle a surdosé des somnifères lorsque Shan a disparu. Reed a ressenti un froid de compréhension. La disparition de Shan avait déclenché une vague de suicides parmi ses victimes précédentes. Les femmes qui ne pouvaient pas vivre avec leur culpabilité une fois que leur manipulateur avait disparu. Ces femmes ont tué leur mari parce que Shan les a convaincus que c'était le seul moyen d'être heureux. Lorsqu'il a disparu, ils ont réalisé qu'ils avaient détruit leur vie pour un mensonge. La voix de Linda s'est légèrement brisée. 4 femmes se sont suicidées dans les mois qui ont suivi Shan. Pour les femmes qui pourraient encore être en vie si quelqu'un l'avait arrêté plus tôt. Reed a traité ces informations. Il avait pensé que la mort de Shan était la justice pour ses victimes,
mais apparemment il y avait eu plus de victimes que quiconque ne réalisait, y compris les femmes Shan avaient manipulé pour devenir des tueurs. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda Reed. « Rien. Je voulais juste que vous sachiez que l'arrêt de Shan était la bonne chose à faire. Ces femmes auraient tué plus de maris, détruit plus de familles si vous n'aviez pas terminé le cycle. » Linda a rassemblé ses photos et ses documents. Diana Matthews a eu de la chance. Je suis allé après que votre famille ait manifesté des gens faibles. Morrison, et ils ont interviewé une femme qui prétend qu'il était responsable de 8 meurtres au lieu de 4. Cela, Reed a répondu. Apparemment, l'histoire de Shan est plus compliquée que quiconque ne l'a réalisée. Cela change-t-il ce que vous pensez de ce qui lui est arrivé? Reed a considéré la question. Apprendre les victimes supplémentaires de Shan et les suicides qui ont suivi sa disparition n'ont pas changé la croyance fondamentale de Reed selon laquelle l'arrêt de Shan avait été nécessaire. Non, Shan était un prédateur qui a détruit les familles. Le monde est meilleur sans lui. Bon, dit fermement Connor. J'étais inquiet que vous puissiez commencer à vous sentir coupable de défendre notre famille. Reed sourit à l'instinct de protection de son fils. Connor était devenu un homme qui comprenait la différence entre la justice et la vengeance. Qui pouvait accepter que parfois la violence était nécessaire pour protéger les innocents. Comment se déroule votre thèse? Demanda Reed. Changer le sujet presque terminé. Manipulation psychologique dans les cas d'homicide domestique. Mon conseiller dit que c'est un travail de niveau supérieur. Connor était diplômé de SUMA comme Lodi avec des plans pour fréquenter une faculté de droit spécialisée dans les poursuites pour la violence domestique. Il voulait aider d'autres familles à rendre justice lorsque le système juridique leur a échoué. Je suis fier de toi, a déclaré Reed, ce qui signifie complètement. Merci, papa. J'ai appris des meilleurs. Alors que Reed terminait l'appel, il a regardé par la fenêtre de son bureau vers la ville où il avait construit une nouvelle vie avec son fils. Diana purgeait sa peine dans une prison à 400 m. La trahison ultime et ont émergé, enseignant à son fils que certaines personnes ne pouvaient pas être sauvées ou pardonnées, mais que la justice valait toujours la peine. Histoire. La justice trouve un moyen. Reed Matthews avait été un soldat, un protecteur, un père. Lorsque sa famille a été menacée, il avait fait ce que faisaient les soldats. Il avait éliminé la menace et protégé les innocents. Certaines histoires n'ont pas de leçons morales compliquées ou de fins ambiguës. Parfois, le mal est arrêté par de bonnes personnes qui refusent d'être victimes. Parfois, la justice est aussi simple. C'est là que notre histoire touche à sa fin.